Euh, donc, je vais vous parler d'invariance d'échelle et de symétrie. Et donc, quand on est français et qu'on parle de symétrie, il y a un nom qui s'impose. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Ça a eu marché. Voilà. Mais ça ne marche plus. Alors, il faut d'abord appuyer sur ce bouton-là. Euh, oui, le curseur est apparu. Mais ce que je veux, c'est changer de diapo. Oui, celle-là, mais voilà. La flèche fonctionne, mais le diapo. Alors, on a toujours des surprises, hein. Ah, parce qu'il faut que je clique, que j'ai compris que la réunion était enregistrée, je pense. Voilà. Et maintenant, non plus. Bon, ça marche si je viens au. Voilà, donc ça marche. Excusez-moi, hein, mais voilà. Voilà, ça marche. Voilà, donc je disais que quand on parle de symétrie et qu'on est français, il y a un nom qui s'impose, c'est le nom de Pierre Curie. Pierre Curie, dans son ouvrage célèbre de 1894, il avait fait cette phrase qui est, je trouve, magnifique à la fois en langage et puis en profondeur de la physique. Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits. Ce que j'ai traduit en anglais par The symmetries of the cause are to be found in the effect. En gros, quand on a des équations du mouvement, que ce soit des équations classiques ou une équation quantique comme l'équation de Schrödinger, s'il y a une symétrie dans l'équation, eh bien, on doit retrouver cette symétrie dans les états propres de Hamiltonien, si on fait de la physique quantique, par exemple, ou en tout cas dans les sous-espaces propres de Hamiltonien. Et la manière dont on l'apprend à tous nos étudiants, eh bien, c'est que quand on doit étudier un problème physique, quel qu'il soit, il faut d'abord chercher les symétries du problème, et les symétries auxquelles on pense naturellement, ce sont les symétries de translation, les symétries de rotation. Et on commence par chercher ces symétries et ensuite chercher des classes de solutions qui respectent ces symétries. Alors, une chose qu'on voit parfois dans certains problèmes physiques, c'est que ces symétries géométriques ne sont pas les seules symétries présentes. Et c'est là que la notion de symétrie cachée que j'ai mise dans le titre apparaît. Et je vous en donne un exemple qui est un problème qu'on a tous dû enseigner un jour ou l'autre, qui est le problème du mouvement d'une particule classique dans un potentiel central. La symétrie géométrique, ben, c'est l'invariance par rotation, puisque le potentiel est central. Et la conséquence physique, c'est qu'on sait tout de suite que les trajectoires sont planaires. Voilà. Donc ça, voilà un exemple de trajectoire planaire. C'est ce que j'ai dessiné en bas à gauche. Là. Maintenant, si je ne prends pas un potentiel quelconque, là j'ai dû prendre un G sur R puissance alpha avec alpha égale 1,5, je crois. Si on ne prend pas alpha quelconque, mais si on prend le potentiel de Coulomb, alpha égale 1, à ce moment-là, il y a une propriété supplémentaire qui apparaît, qui est le fait que toutes les orbites liées sont fermées, comme celle-ci, ce sont les ellipses de Kepler. Et ça, c'est propre au potentiel en 1 sur R. Donc le potentiel en 1 sur R a une symétrie supplémentaire par rapport à la simple symétrie géométrique qui nous assure que les orbites sont planaires. Donc là, il s'agit d'une symétrie qu'on peut qualifier de cachée. En l'occurrence, quand on traduit ça en physique quantique, la symétrie supplémentaire, c'est une symétrie qui est liée au groupe O4, le groupe orthogonal en dimension 4. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le savoir pour la suite de l'exposé, mais enfin bon, la symétrie cachée se traduit par un certain groupe qui n'est pas le groupe naturel O3, qui sont les invariances par rotation dans l'espace à 3 dimensions. Alors, la symétrie cachée ou la symétrie supplémentaire que j'aimerais qu'on étudie aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'invariance d'échelle. L'invariance d'échelle est un concept qui est apparu dans les années 70, 1970, en physique des hautes énergies. À l'époque, il y avait certaines observations sur les collisions entre électrons et puis nucléons qui semblaient indiquer qu'on avait des propriétés physiques pour ce système qui ne dépendaient pas de l'énergie des particules qu'on faisait rentrer en collision. Et donc, les physiciens de l'époque se sont posé la question suivante. Est-ce qu'il peut exister des systèmes physiques qui n'ont pas d'échelle intrinsèque d'énergie? Comme on fait de la physique quantique, bah, si on a une échelle d'énergie, on a une échelle de longueur. Donc, la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir des systèmes qui n'ont pas d'échelle de longueur, pas d'échelle d'énergie, pas d'échelle de vitesse intrinsèque? Alors, bon, les gens ont développé des modèles
qui répondent à ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de physique des hautes énergies. Je vous dis juste que c'est un concept, ensuite, cette invariance d'échelle qui a irrigué pas mal de domaines de la science, de la physique, des maths, de la biologie. Là, j'ai mis un exemple de physique qui est le groupe de renormalisation. La description du voisinage d'une transition de phase se fait par des notions d'invariance d'échelle. En maths, là, vous avez les fractales, ou les fractaux, je ne sais pas comment on dit, qui sont des systèmes invariants d'échelle discrètes, c'est-à-dire que quand on fait une certaine transformation, une certaine multiplication par certains facteurs des échelles de longueur, on retombe sur la même figure. Et puis en biologie, il y a aussi des systèmes d'invariants d'échelle qui sont des systèmes de croissance de population, croissance d'épidémie, propagation d'épidémies, où on peut retrouver là encore l'invariance d'échelle. Alors, l'invariance d'échelle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une invariance qui porte sur un gaz de particules. Et ce que j'aimerais savoir avec vous, c'est est-ce qu'il existe des fluides, on va être en physique non relativiste là, hein, ce n'est pas des hautes énergies, est-ce qu'il existe des fluides pour lesquels il n'y a pas d'échelle de longueur ou d'énergie qui apparaissent? Alors la manière mathématique de dire ça, c'est de se demander si on peut avoir des systèmes dont les équations du mouvement sont invariants quand je refais un changement d'échelle sur les positions. Donc dire que les équations du mouvement sont invariantes, c'est dire que l'action va être invariante. Alors l'action, sa dimension, c'est l'intégrale d'une énergie fois un temps, enfin c'est l'énergie fois un temps, c'est l'intégrale de E dt. Et je vais donc prendre mon fluide, changer toutes les positions en les multipliant par un facteur qui est 1 sur lambda, qui est écrit ici. Donc je change R par R sur lambda, voilà. Et pour une raison qui va apparaître presque immédiatement, je fais en même temps un changement d'échelle sur le temps, c'est-à-dire que je divise tous les temps par lambda 2. Donc voilà, j'ai un fluide avec certaines positions R, certaines équations de mouvement, et je fais ce changement d'échelle et je me demande, est-ce que les équations du mouvement du fluide sont inchangées? Quand ça se produit, vous allez voir au cours de l'exposé que ça permet de simplifier beaucoup l'étude du fluide, aussi bien l'étude de ses propriétés statiques, c'est-à-dire sa thermodynamique, que sa dynamique à proprement parler, c'est la manière dont il évolue quand je change ses conditions limites, par exemple. Alors, à quelles conditions est-ce qu'on a ça? Alors, si vous prenez les deux composantes qui forment l'énergie d'un fluide, l'énergie cinétique d'une part et puis l'énergie d'interaction entre particules d'autre part, eh bien, pour l'énergie cinétique, on peut voir tout de suite qu'on a bien la variance d'échelle. En effet, si je fais ce changement sur les positions en divisant R par lambda et le temps t par lambda 2, ben, la vitesse qui est un dr sur dt va être multipliée par lambda, L. Donc l'énergie cinétique est multipliée par lambda 2. Et donc quand je prends l'intégrale de l'énergie cinétique fois dt, j'ai lambda 2 fois 1 sur lambda 2 avec le rechangement sur le temps. Et donc l'énergie cinétique est invariante. C'est pour ça que j'ai mis le 1 sur lambda 2 dans le temps. C'était pour m'assurer que l'énergie cinétique, qui est toujours là, était bien invariante. Donc, avec cette définition-là, eh bien, je sais qu'un gaz parfait, dans lequel seule énergie est cinétique, le gaz parfait est invariant d'échelle. Ce n'est pas très important parce que le gaz parfait, de toute façon, on connaît tout sur lui, donc on n'a pas beaucoup progressé. Là où ça devient intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'il y a des interactions réalisées dans la nature pour lesquelles, quand je fais le changement d'échelle qui est écrit ici, R divisé par lambda, eh bien, l'énergie d'interaction est elle aussi multipliée par lambda 2. Parce que quand ça se produit, à ce moment-là, les deux énergies cinétiques et interaction seront toutes les deux multipliées par lambda 2. Là, j'aurai véritablement un fluide non trivial, c'est-à-dire un fluide non interaction, qui sera invariant d'échelle. Comme j'ai dit, je vous montrerai que ça simplifie beaucoup l'étude de ses propriétés à la fois statiques et dynamiques. Donc la question que je voudrais développer en introduction, c'est qu'est-ce qu'il faut sur les interactions, que je vais supposer binaires, pour que quand je divise R par lambda, l'énergie d'interaction soit multipliée par lambda 2. Alors le premier exemple auquel vous pouvez penser, c'est simplement un potentiel qui est une somme de G, une constante, divisée par RIJ carré, où RIJ est la distance entre la particule et la particule J. Si je prends une interaction en 1 sur R2 dans mon gaz, bah, clairement, si je divise la distance par lambda, je multiplie l'énergie par lambda 2. Alors ça fait l'objet de modèles mathématiques assez célèbres à une dimension, c'est le modèle de Calogero, Moser et Sutherland. Il y a de très jolis résultats exacts qui ont été obtenus. À 3 dimensions, je ne connais pas de réalisation physique de grand N particules, où N est grand devant 1, dans lesquelles les mêmes particules interagissent toutes en 1 sur R2.
1 sur R2, si vous voulez, serait l'interaction entre une charge et un dipôle. Et ça, c'est vrai au niveau de 2 corps, mais dès que vous en mettez plus, ça devient plus compliqué. Là où ce potentiel en 1 sur R2 apparaît, pour les systèmes à petit nombre de corps, c'est le problème d'Efimov. Là, je parle sous le contrôle de Dmitri Petrov, qui est ici et qui est un grand spécialiste de ce problème d'Efimov. Je ne parlerai pas d'Efimov aujourd'hui, mais c'est un cas où l'invariance d'échelle en 1 sur R2 apparaît dans un problème à petit nombre de corps. Mais quand même, je voudrais le développer un tout petit peu pour vous montrer qu'effectivement, on sait que pour ce type potentiel-là, il n'y a pas d'échelle de longueur associée à ces interactions en mécanique quantique. Alors, comment est-ce qu'on introduit une échelle de longueur quand on a un potentiel en loi de puissance en mécanique quantique? Bien, ce qu'on fait, c'est que si vous me donnez un potentiel en G sur R puissance n, un moyen simple d'introduire une échelle de longueur, c'est de considérer un petit paquet d'ondes de taille petit l et de chercher pour quelle taille petit l de ce paquet d'ondes, eh bien, j'ai égalité entre l'énergie cinétique d'un côté et l'énergie potentielle de l'autre. L'énergie cinétique, si j'ai un potentiel de taille petit l et une particule de masse m, l'énergie cinétique, c'est h bar 2 sur ml2, à des facteurs numériques près. L'énergie potentielle, c'est G sur L puissance n. Et si vous faites ce petit exercice pour n égale 1, c'est-à-dire le potentiel de Coulomb, vous trouvez tout de suite comme échelle de longueur le rayon de bord, et c'est logique, c'est la seule quantité qui a la dimension d'une longueur que vous pouvez fabriquer avec h bar, m, et puis la charge de l'électron. Mais vous voyez très clairement que si je prends n égale 2, eh bien là j'ai L2 à droite, L2 à gauche, les L disparaissent, et je n'ai pas d'échelle de longueur qui sort avec ce raisonnement. C'est juste un moyen de retrouver que le potentiel en 1 sur R2 est invariant d'échelle. Bon, mais comme je vous dis, celui-là, il n'est pas réalisé dans la nature, donc on va chercher autre chose. Autre chose, ça peut être ce qu'on appelle un gaz en interaction unitaire. Alors, pour vous introduire ce que c'est que l'interaction unitaire, il faut que je vous rappelle ce qui se passe quand vous prenez une collision entre deux particules ou quand vous prenez une particule qui est diffusée par un potentiel. Alors, je prends une collision entre deux particules et je suppose que ces particules sont à très basse vitesse. Et donc, les collisions se passent, comme on dit, dans l'onde S. Pour ceux qui sont plus opticiens dans la salle, je suis dans une situation où j'éclaire un objet qui a une taille beaucoup plus petite que la longueur d'onde de la lumière que j'utilise pour éclairer cet objet. Et je sais qu'à ce moment-là, je ne peux pas voir les détails de l'objet. Si ma longueur d'onde est plus grande que l'objet, tout ce que j'ai, c'est que j'ai une onde sphérique qui est diffusée. Donc, quand vous avez une collision ou une diffusion de la lumière de ce type-là, eh bien, l'état diffusé, vous pouvez l'écrire comme ceci. C'est jamais facile avec ces pointeurs, il faut que j'apprenne. Voilà, vous avez l'onde plane incidente et puissance I k scalaire R. Évidemment, je ne voulais pas le mettre sur le... Voilà. Et puis, vous avez l'onde diffusée sphérique et puissance I k R sur R avec petit f de k, qui est l'amplitude de diffusion. Et cette amplitude de diffusion, on peut toujours l'écrire sous cette forme-là, moins A, ou la dimension d'une longueur, ce qu'on appelle la longueur de diffusion, divisé par 1 plus IK, plus des termes qui sont d'ordre suivant en K. K, c'est le vecteur d'onde de la collision. Donc, comme je suis à basse énergie, je néglige le terme en K2. Et à l'ordre 1 en K, on peut toujours écrire l'amplitude de diffusion comme ça. Donc, petit a, c'est la limite quand K tend vers 0. Le terme au dénominateur, je le mets là parce que lui, il est non négociable. Il est toujours là. C'est lui il est nécessaire pour assurer que tout ce qui disparaît de l'onde plane incidente part dans l'onde sphérique diffusée, c'est ce qu'on appelle le théorème optique. Donc, si on va voir quelque chose qui conserve les probabilités en physique quantique, eh bien, on est obligé de mettre ce IKA là. Voilà. Et c'est vrai aussi en optique classique, si vous voulez conserver la puissance totale de votre rayonnement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un gaz unitaire dans ce contexte? Eh bien, c'est simplement la limite où vous prenez petit a qui tend vers l'infini. Donc, c'est tout à fait autorisé de prendre petit a égale l'infini là-dedans, puisque au numérateur, je suis linéaire en a, au dénominateur aussi. Et à ce moment-là, j'ai une onde diffusée qui est simplement en puissance i kr sur kr, avec un i devant. Et ça correspond à l'interaction la plus forte possible autorisée par la physique quantique, qui conserve l'unitarité. Donc, le gaz parfait, ce serait A égale 0, mais lui, je vous l'ai dit, il n'est pas très intéressant. Mais le cas A égale infini, c'est l'interaction la plus forte qui existe. Alors, ça peut se faire. Si on essaie de le faire avec des bosons, c'est un peu compliqué parce que dès qu'on met plus que deux particules, en fait, il y a d'autres effets à trois corps qui apparaissent, précisément Efimov. Donc ça, il ne vaut mieux pas trop aller regarder ça aujourd'hui. Mais si vous prenez les fermions de spin 1,5, donc eux, ils peuvent interagir de manière unitaire. Et puis le principe de Pauli m'interdit de mettre un troisième fermion si j'ai que deux états de spin possibles au même endroit. Donc les états à trois corps, je peux les négliger. À ce moment-là, eh bien, ce que je viens de vous dire ici est tout à fait pertinent.
on peut faire des gaz de fermions en unitaire, en interaction, aussi forte que possible, comme ceci. Et c'est naturellement un variant d'échelle, puisque l'échelle de longueur qui est celle associée aux interactions, qui est petit a, elle a disparu complètement du problème. Et là, vous voyez, j'ai une équation une fonction diffusée qui ne fait pas intervenir d'échelle de longueur intrinsèque. Je vous donne un troisième exemple de système à variant d'échelle, avant de passer à quelques discussions des effets physiques. C'est maintenant, on prend un gaz de Bose, pas des fermions, et on les place à 2 dimensions. Et on suppose que ces fermions que ces bosons interagissent avec une interaction de contact, c'est-à-dire une distribution de Dirac, delta de R. Eh bien, une propriété bien connue de la distribution de Dirac, c'est que si vous prenez G delta de R, qui est écrit ici, si vous changez R par R sur lambda, si vous êtes à 2 dimensions, eh bien ça va simplement s'écrire lambda 2 G delta de R. Si vous étiez à 1D, ce serait lambda. Si vous étiez à 3D, ce serait lambda cube. Et à 2D, je sors le lambda 2, qui est précisément ce qu'il me faut pour avoir l'invariance d'échelle. Alors là, il faut que je fasse un tout petit peu attention. Si vous voulez faire de la physique quantique avec un delta de R à 2 dimensions, il faut en principe le régulariser, parce qu'il y a des singularités. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est valable dans un cadre de distribution de champs classique, ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger non linéaire ou l'équation de Gross-Pitalevsky. Si je veux vraiment quantifier mon problème, il y a ce qu'on appelle une anomalie quantique qui apparaît parce que je dois régulariser delta de R, donc je vais oublier ça. Mais ça, c'était une remarque pour les puristes. Moi, je vais contenter de faire une approche de champ classique, c'est-à-dire que je vais décrire mon gaz de Bose par une fonction d'onde psi. Je vais dire que l'énergie cinétique de mon gaz, eh bien, c'est h bar 2 sur 2m fois l'intégrale du gradient de psi au carré. C'est l'énergie cinétique que vous donnez pour une particule libre hein, quand vous avez l'équation de Schrödinger. Et puis l'interaction, eh bien, c'est une interaction, comme je dis, de contact. Donc, ça fait intervenir la densité au carré de mon gaz, je pourrais faire psi puissance 4, avec un préfacteur qui est h bar 2 sur 2m, le même qu'ici, et puis un nombre que j'appelle g tilde ici, qui, par analyse dimensionnelle, quand vous êtes à 2 dimensions, vous pouvez montrer qu'il est sans dimension, ce nombre-là. Donc là encore, je suis dans un problème, quand je somme ces deux énergies-là, où je n'ai pas d'échelle de longueur intrinsèque associée aux interactions. Et si vous voulez en savoir plus sur comment on calcule ce g tilde, eh bien, en fait, on vit dans un monde à 3 dimensions, je ne vous l'apprends pas, et ce g tilde, en fait, c'est le rapport de 2 longueurs qui sont la longueur de diffusion à 3D que j'ai introduite tout à l'heure, le nombre petit a, divisé par l'épaisseur du gaz, puisque quand je prends un gaz pour le faire à 2 dimensions, je suis obligé de le comprimer, il lui reste une certaine épaisseur résiduelle, et le g tilde que je mets ici, en fait, c'est le rapport de ces 2 longueurs. Et pour que mon approche de champ classique soit valable, il faut que ce g tilde reste plus petit que 1. Voilà, donc ça c'est la fin de mon introduction, elle est un petit peu longue, mais je voulais vous montrer des exemples de systèmes invariants d'échelle, et puis maintenant je vais en explorer quelques-uns dans ce qui va suivre. Donc le plan de ce que je voudrais faire brièvement, c'est d'abord vous expliquer en 2 mots comment est-ce qu'on fait des gaz d'atomes froids, puis ensuite je passerai à l'invariance d'échelle et la thermodynamique. Ensuite, je vous montrerai des ondes solitaires à 2D qui exploitent l'invariance d'échelle. Et puis, si j'ai un petit peu de temps, j'aimerais vous parler d'une génération d'invariance d'échelle qui est l'invariance conforme et d'un puzzle qu'on a depuis qu'on a commencé à regarder ça. Alors, comment est-ce qu'on fait des atomes froids? Donc, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà vu, mais je le rappelle juste pour ceux qui n'auraient pas encore vu ça. Ce qu'il vous faut pour les atomes froids, c'est un bon vide, une source d'atomes, ça peut être un jet atomique ou ça peut être de la vapeur, et puis un laser qui est résonnant avec votre transition atomique pour refroidir les atomes. Je ne rentre pas dans la manière dont on s'y prend pour refroidir les atomes, mais quand on éclaire les atomes avec ce laser résonnant et à la bonne fréquence, eh bien, donc, on atteint des températures qui sont dans le domaine du micro-Kelvin, quelques dizaines de micro-Kelvin. Ici, vous avez une photo d'environ 1 milliard d'atomes de sodium refroidis. Ça, ce n'est pas encore un gaz dégénéré, mais c'est déjà un gaz bien froid. Si pour obtenir un gaz dégénéré, ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on a produit la figure qui est écrite là, éteindre les lasers qui sont résonnants avec les atomes, piéger les atomes d'une manière qui devient non dissipative. Alors, ça peut, maintenant, ce que la plupart des gens utilisent, c'est des lasers qui sont hors résonance, cette fois-ci, donc des lasers puissants, mais qui n'excitent pas les transitions atomiques, qui se contentent de déplacer le niveau fondamental pour faire des petites cuvettes de potentiel. Et avec ça, on peut vraiment faire un peu n'importe quoi comme piège. On peut faire des pièges harmoniques, on peut faire des boîtes, on peut faire des réseaux périodiques. Vous verrez quelques exemples dans ce qui va suivre. Ensuite, il faut être un peu patient parce que à ce stade, on n'a pas encore un gaz dégénéré.
que ce soit des bosons ou des fermions. Donc, ce qu'il faut, c'est évaporer une fraction très significative d'atomes. On évapore les atomes qui sont les plus énergétiques. Donc, les atomes qui restent sont ceux qui avaient le moins d'énergie au départ, et ils thermalisent à une température encore plus basse. C'est comme ça qu'on atteint la dégénérescence quantique. Et puis ensuite, eh bien, il vous faut un deuxième laser résonnant avec la transition atomique, ça peut être le même que le premier hein, en pratique, pour diagnostiquer le système. Donc, vous avez vos atomes qui étaient dans votre boîte ici, et puis vous éclairez avec la lumière résonante et vous regardez l'ombre que les atomes portent sur ce faisceau laser résonnant, et comme ça, ben, vous détectez ce qui a pu arriver à votre gaz. Donc là, en particulier, ce que vous voyez, c'est une des toutes premières images d'un condensat de Bose-Einstein, où là, vous êtes encore à haute température, donc c'est une brave distribution de Maxwell-Boltzmann. Là, vous avez passé le seuil de condensation, donc vous avez un pic qui apparaît au centre, qui correspond aux atomes condensés accumulés au fond du piège, plus un piédestal, et puis là, vous avez un condensat quasiment pur. Voilà. Et c'est une technique qui marche pour pas mal d'atomes. Là, j'ai mis sur le tableau périodique l'ensemble des atomes qui ont été manipulés par laser, refroidis par laser à ce jour. Donc, vous voyez, toute la colonne des alcalins, il y a eu droit. Les alcalinotéreux pratiquement tous aussi. Et je dirais, quand il y a un rond ici, c'est en général qu'on a un faisceau laser on a un système de laser qui est bien, qui permet d'exciter les atomes et de les refroidir. C'est ça qui nous limite. Est-ce qu'on a des lasers qui sont résonnants avec telle ou telle espèce? Donc, on n'a pas encore, par exemple, fait du nickel parce que c'est trop dans l'infrarouge, c'est trop dans l'ultraviolet, donc on n'a pas de laser agréable pour manipuler du nickel. Alors, on choisit, selon l'expérience qu'on veut faire, on choisit un petit peu ce qu'on veut là-dedans. On peut vouloir faire des expériences avec des bosons et des fermions. Alors, à ce moment-là, c'est pas mal de travailler soit avec du lithium, soit avec du potassium, parce que là, il y a pas mal, une bonne abondance isotopique à la fois du lithium et du potassium pour les bosons et pour les fermions. On peut vouloir des atomes avec des grands moments magnétiques, si on veut étudier certains types de physique. Ceux-là, les lanthanides sont bien, dysprosium, holmium, erbium, thulium. Bon, voilà. Donc, on va piocher là-dedans un petit peu selon ce qu'on veut faire. Alors, maintenant, passons à la physique d'invariance d'échelle. Et je voudrais commencer par la thermodynamique. Pourquoi est-ce que l'invariance d'échelle simplifie la thermodynamique? Et je vais prendre comme exemple le gaz de Fermi-Noether. Donc, si vous prenez un gaz standard, boson ou fermion, et vous posez le problème d'écrire son équation d'état, eh bien, en général, vous avez donc je vais essayer de bouger ça. Est-ce que la flèche, là? Non. Est-ce que j'y arrive? Voilà. En général, vous avez donc sa longueur de diffusion petit a, qui caractérise la manière dont des atomes collisionnent entre eux, interagissent entre eux. Si vous avez petit a, vous avez une énergie qui vient avec, h bar 2 sur ma2, et la forme que va prendre une équation d'état, eh bien, ça va être la forme suivante. Vous allez exprimer une certaine quantité thermodynamique, qui peut être la pression ou la densité dans l'espace des phases. Là, j'ai mis la densité dans l'espace des phases, n lambda cube, n c'est la densité spatiale. Vous allez l'exprimer en fonction de variables thermodynamiques. Et en règle générale, il faut deux variables, une qui est la température et l'autre qui va être le potentiel chimique. Et comme ce que j'ai mis à gauche, c'est un nombre sans dimension, n lambda cube, eh bien, mes deux variables doivent être des variables sans dimension. Donc, ça peut être kBt mesuré en unité de l'énergie d'échelle, enfin de l'échelle d'énergie h bar 2 sur ma2, et mu mesuré pareil en fonction d'epsilon. Donc ça, c'est une fonction à deux variables, c'est compliqué à déterminer. Si maintenant vous avez invariance d'échelle, eh bien petit a disparaît du problème, soit parce qu'il est nul, parce que vous avez pris un gaz parfait, soit parce qu'il est infini, parce que vous avez pris un gaz unitaire. Et à ce moment-là, eh bien, la seule équation d'état que vous pouvez avoir, eh bien, elle est de la forme pour former un nombre sans dimension, mu sur kt. Donc, vous passez d'emblée d'un problème qui a deux dimensions à un problème qui est unidimensionnel. Vous avez votre équation d'état qui ne dépend, c'est une fonction à une variable. Et à ce moment-là, il y a plein de relations thermodynamiques intéressantes qui apparaissent. Une qui est amusante à montrer, c'est que le produit de PV à ce moment-là est égal à 2/3 de l'énergie. Je ne vais pas le détailler ici. Alors, comment on s'y prend en pratique pour mesurer une équation d'état avec des gaz d'atomes froids? Eh bien, le plus simple, c'est de mettre votre gaz dans un potentiel V2R qui est inhomogène, disons par exemple un potentiel harmonique, comme ici, et puis utiliser une approximation qui est l'approximation de densité locale. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe en un point du piège ici. On va dire que ce qui se passe en un point ici, si mon gaz est à température T et potentiel chimique mu globalement là, eh bien, ce qui se passe ici, c'est la même chose qu'un gaz homogène à la même température T et avec un potentiel chimique
mu déplacé de la valeur du potentiel au point R que je considère, c'est-à-dire mu moins V de R. Donc mon gaz homogène ici, dans ce cadre, dans cette approximation de densité locale, eh bien, il a la même densité dans l'espace des phases locales ici que mon gaz homogène, donc avec ce mu homogène ici, la même température T. Et ça, c'est valable pourvu que le libre parcours moyen dans mon gaz soit petit devant l'extension du nuage. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que si vous êtes capable de prendre une photo de votre gaz, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous êtes capable de prendre une photo de votre gaz, comme j'ai montré tout à l'heure, où vous voyez à la fois les zones de densité élevée et puis les zones de densité faible ici, eh bien, vous avez d'emblée, avec une seule photo, cette fonction ici, puisque le mu qui est ici, en fait, il va varier entre la valeur maximum que vous avez au centre et puis il va tendre vers moins l'infini quand je vais m'éloigner beaucoup du bord, puisque V de R tend vers plus l'infini, donc mu homogène tend vers moins l'infini. Donc avec une seule photo, vous mesurez votre équation d'état. Alors je donne donc l'exemple, comme j'ai dit, d'un gaz de Fermi unitaire. Ça, ce sont des expériences qui ont été faites il y a une dizaine d'années, d'abord dans le groupe de Christophe Salomon, puis au MIT, dans le groupe de Martin Virline. Puis nous, on avait fait d'autres groupes, d'autres manips sur le gaz 2D, mais là, je montre le gaz 3D unitaire. Et vous retrouvez ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, vous mettez mu sur kT, la seule variable disponible pour ce problème. Ici, vous mettez la densité divisée par la densité du gaz parfait. Donc le gaz parfait est ici, hein, ça vaut 1. C'est une sorte de mesure de la densité de l'espace des phases, si vous voulez. Et vous avez ici les points expérimentaux qui sont en rouge, qui sont donc l'équation d'état, la fonction rangée que j'avais écrite à la diapositive précédente. Et autour, eh bien, vous avez plein de modèles théoriques qui ont été développés. Et vous voyez que les manips sont très discriminantes. Hein. Ça, par exemple, celle-ci, c'est un développement du viriel. Bah, ça marche bien à très basse pour un gaz très faiblement dégénéré, mais ça ne marche pas dès qu'on va vers la dégénérescence. Et puis, vous avez plein d'autres points, plein d'autres théories qui ont été essayées. La zone grisée, ici, c'est quand le gaz devient superfluide. Donc là, vous avez un gaz normal à gauche, et puis là, mu devenu suffisamment grand pour que vous passiez à transition superfluide. Et la meilleure des théories, c'est les points bleus ici. Les points bleus, où est-ce que c'est écrit ici? Voilà, c'est écrit là. C'est une méthode de Monte Carlo diagrammatique qui a été faite par Félix Werner, Chris Van Hoek, Nikolai Prokofiev, Boris Fistounov. C'est la meilleure théorie qui existe pour le moment, qui est bien en accord avec la manip. Mais comme vous le voyez, là, pour l'instant, elle n'a pas encore exploré le régime superfluide. Donc, on est dans un exemple là où on a une mesure expérimentale qui est vraiment très précise, un problème qui est un problème universel, hein, c'est un problème, quel est ce gaz unitaire, je vous l'ai dit, une équation d'état qui est une fonction une variable, et pour l'instant, eh bien, la théorie ne sait pas encore reproduire ce gaz. Donc, c'est un très bon benchmark, pour parler franglais, pour les développements de nouvelles théories. Et en plus, c'est vraiment intéressant au-delà de la physique des atomes froids, puisque cette courbe universelle, la courbe rouge, eh bien, vous pouvez la retrouver en physique des particules dans le cadre des plasmas quark-gluons, et vous pouvez la retrouver en astrophysique si vous allez chercher ce qui se passe à la surface des étoiles à neutrons. Donc, c'est une courbe qui, en fait, est intéressante pour beaucoup de domaines de la physique. Bien, je passe à un deuxième exemple d'invariance d'échelle qui est le soliton de Towns. Donc, on va passer maintenant à 2 dimensions et on va prendre un gaz de Bose, donc décrit par une approche de champ classique. Le soliton de Towns, c'est quelque chose qui avait été proposé il y a longtemps par Charlie Towns et puis Chiao et Garmaï, et quelque chose qu'on a étudié donc, au laboratoire, ça a été les thèses de Brice Bakali-Hassani et de Chloé Maury, essentiellement. Ce que je vais vous décrire, ça, je ne sais pas, c'est pas moi, ça. Ce que je vais vous décrire, c'est donc des expériences qui ont été faites sous la supervision de Jérôme Beugnon, Sylvain Nassimben et moi-même. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on va s'intéresser donc à des solitons. Alors, on va prendre l'équation de Gross-Piailevsky que j'ai déjà écrite tout à l'heure. Hein. C'est une équation qui a donc 2 termes. Le terme d'énergie cinétique en gradient psi carré, le terme d'interaction en G psi 4. Ici, j'ai pris H bar égale 1, M égale 1. C'est une équation qu'on retrouve en physique atomique, mais qu'on trouve aussi en optique, donc autant de paramètres de variables de type H bar et M, pour garder toute la généralité. Et on cherche donc, on se passe dans le cas où petit g est négatif, ici, et on cherche une situation où, en fait, le terme d'énergie cinétique qui tend à écarter psi, c'est l'étalement du paquet d'ondes qu'on a tous calculé dans nos premières années de mécanique quantique,
est compensé par le terme en G psi 4, si G est négatif, un terme qui tend au contraire à comprimer le paquet d'ondes. Donc, G est négatif et on cherche donc un paquet de taille petit l qui va rendre extrémum l'énergie. Donc, si je regarde les composantes qui interviennent là-dedans, ben, l'énergie cinétique, je l'ai dit tout à l'heure, va être en 1 sur L2. Et puis, le terme d'interaction, je l'écris moins n valeur absolue de G, puisque G est négatif. Grand N, c'est le nombre de particules qui composent mon système. Je normalise ma fonction d'onde avec grand N, c'est écrit en haut à droite. Et la dimensionnalité me fait que ici, ce qui apparaît, c'est un S puissance D. D est la dimension du problème. Donc, la dimension du problème joue un rôle crucial pour étudier l'existence et la stabilité de ces solutions. Donc, j'ai réécrit ici la forme de E de L ici, et je vais regarder ce qui se passe selon la dimension de l'espace. Donc, en une dimension, vous devez regarder ce qui rend extrémum 1 sur L2, énergie cinétique, moins grand NG sur L puissance D, énergie d'interaction. Donc, si vous prenez grand D égale 1, eh bien, en une dimension, ce qui va dominer à grande distance, ce sera le terme en moins 1 sur L qui est là-bas. Et puis, ce qui va dominer à courte distance, c'est le terme en plus 1 sur L2, énergie cinétique. Donc, vous avez une courbe qui est de ce type-là, vous avez un minimum quelque part, et ce minimum, ça correspond à la réalisation d'un soliton stable. C'est des solitons bien connus. C'est connu dans le contexte d'atomes froids, mais c'est connu aussi en physique des fluides, par exemple. Vous avez ce type de soliton. Ce n'est pas exactement la même équation, mais les arguments de compensation de deux énergies restent valables. Si maintenant vous passez à 3 dimensions, eh bien, la situation est inversée. Vous avez du 1 sur L2 moins 1 sur L3. Donc, à grande distance, c'est le terme en plus 1 sur L2 qui domine. À courte distance, c'est le terme en moins 1 sur L3 qui domine. Et là, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un point stationnaire, mais ce point-là est clairement instable. Il suffit que le L soit un tout petit peu trop grand et votre système va éclater, ou au contraire un tout petit peu trop petit et votre système va collapser. Donc, à 3D, il n'y a pas de soliton stable, au moins pour l'équation que j'ai considérée. Maintenant, clairement, à 2 dimensions, j'ai du 1 sur L2 moins 1 sur L2. C'est un peu le même argument que celui que j'avais tout à l'heure quand j'avais retrouvé le rayon de bord pour le potentiel de Coulomb. La seule manière je vais pouvoir m'en sortir pour équilibrer ces deux termes, c'est d'aller prendre des valeurs bien précises pour le coefficient grand NG, le terme qui est au numérateur là-bas, pour assurer la stabilité de mon système. Et c'est ça qu'ont fait Townes et ses collaborateurs dans les années 60. Ils se sont posés cette question, je vais vous dire dans un instant pourquoi, donc de systèmes à 2 dimensions pour lequel cette énergie-là est extrémale, ou en d'autres termes, il faut résoudre l'équation de Schrödinger qui est écrite ici. Alors, hop, je récupère le pointeur. Moins 1,5 de Laplacien psi plus G psi cube égale mu psi. Et ils ont cherché les solutions de cette équation en faisant des choses simples, c'est-à-dire en prenant une solution qui est radialement symétrique et qui n'a pas de nœud. Et ils ont trouvé qu'il y avait une et une seule solution à cette équation, si et seulement si, donc le produit grand N, le nombre de particules dans le système, l'intégrale de psi carré, fois G, le terme non linéaire, valait moins 5,85. Je vous dis, je dois prendre G négatif, donc NG est négatif, et valait moins 5,85. Et depuis, les mathématiciens se sont intéressés beaucoup à ce problème, donc ils connaissent une dizaine de chiffres significatifs derrière tout ça. Et la forme du profil qui est solution, eh bien, elle est écrite ici. Et ce qui est remarquable, c'est qu'une fois que vous avez trouvé cette solution pour ce produit NG-là, vous pouvez garder le même NG et vous pouvez fabriquer une famille infinie de solutions. C'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez psi de R, eh bien, l'invariance d'échelle vous dit que si vous multipliez la distance par lambda, donc vous prenez phi de R égale psi de lambda R fois lambda, l'intégrale de phi carré est inchangée, ça vaut toujours le grand N écrit là-haut, et cette fonction phi sera toujours, elle aussi, solution de l'équation de Schrödinger non linéaire qui est écrite là. Donc, pourvu que vous mettiez le bon nombre d'atomes dans votre système, eh bien, vous avez une famille infinie de solutions. Donc, c'est très, très différent de ce qui se passe à une dimension. Où une dimension, vous avez une seule taille pour un nombre de particules données. Là, eh bien, vous pouvez avoir n'importe quelle taille, puisque vous pouvez multiplier votre fonction par n'importe quel lambda. Et pourquoi est-ce que Townes s'était posé ce problème-là? Eh bien, dans les années 60, c'était tous les débuts des lasers et de l'optique non linéaire, et il se demandait s'il existait des solutions en optique de faisceaux lumineux qui se propageraient sans s'étaler ni se focaliser dans un milieu non linéaire. Donc, ils espéraient pouvoir trouver comme ça, en envoyant un faisceau lumineux
avec juste la bonne taille à l'entrée d'un matériau non linéaire, pouvoir propager ce faisceau sans diffraction. Donc, le faisceau garderait la même taille tout au long de sa propagation, tant qu'il restait dans le milieu. Alors, en fait, ça n'a jamais été vraiment vu tel quel en optique. On a vu les phénomènes de filamentation, de ce qu'on appelle des light bullets, des balles de lumière, mais c'est difficile de le mettre en évidence tel quel en optique. Alors, nous, on a cherché à faire ça avec des atomes, nous. Donc, on a utilisé ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on produit un condensat de Bose-Einstein. On veut en faire un gaz de dimension. Donc, on piège ce condensat dans une onde stationnaire, au nœud d'une onde stationnaire, dans un seul des nœuds, c'est ce que j'ai représenté ici, et on comprime autant qu'on peut. Donc, on écrase vraiment ce gaz, on en fait vraiment une crêpe avec une épaisseur qui est une fraction de micron. Et ensuite, eh bien, dans le plan XY, dans le plan horizontal, pour borner ce gaz, ce qu'on utilise, c'est un laser, là encore, mais on met ce laser en forme avec un système de miroir, de micro-miroir, exactement le même que ce système de micro-miroir qui est dans le vidéoprojecteur au-dessus de ma tête, là. Donc là, par exemple, si on dessine une étoile sur ce jeu de micro-miroir, on envoie un laser sur l'étoile, et puis on fait une image de l'étoile sur les atomes. Donc les bords de l'étoile jouent le rôle de mur pour nos atomes, et nos atomes sont confinés à l'intérieur de cette figure géométrique qui a cette forme d'étoile. C'est ce que vous voyez ici. Les dimensions typiques sont quelques dizaines de microns, et là, vous avez environ 10 puissance 5 atomes dans cette figure. Voilà. Donc, on fait ça, et on cherche maintenant à réaliser le soliton de Towns. Donc, pour ça, on commence par faire un disque d'atomes, qui est ici, et on utilise le fait que les atomes qu'on utilise, qui sont du rubidium, peuvent être préparés dans différents états internes. Donc, il y a 8 états internes disponibles pour le niveau électronique fondamental. On en utilise 2. Donc, initialement, les atomes du disque sont dans l'état que j'ai noté 1 ici. Et puis ensuite, une fois qu'on a le disque qui est là, on transfère une petite fraction des atomes dans le niveau 1 vers le niveau 2 à l'aide d'un faisceau laser, d'une paire de faisceaux laser qui font ce qu'on appelle une transition Raman-résonant du niveau 1 vers le niveau 2. Et ces faisceaux laser sont mis en forme proprement pour que le transfert de 1 vers 2 se fasse de manière sélective dans l'espace. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est vraiment imprimer la fonction d'onde calculée par Towns dans les années 60. Donc, partant du disque qui est là, on va faire un transfert qui est relativement efficace au centre du disque, et puis son efficacité va diminuer graduellement quand on s'éloigne du centre pour imprimer exactement le profil de Towns, ce qu'on veut. Voilà, et on le fait ça avec très bonne précision au niveau du pourcent sur toute l'étendue du disque. Alors, quand vous voyez une image comme ça, il ne faut pas se méprendre, hein. Les atomes qui sont dans le niveau 1 sont toujours présents, tout dans le disque. Simplement, ils ne sont pas imagés parce que le laser qu'on utilise pour l'imagerie n'est sensible qu'aux atomes dans l'état 2 qui sont au centre du disque. Mais il y a des atomes dans toute la figure périphérique. Alors, quand on a fait ça, on retrouve donc avec une petite bulle d'atome 2 immergée dans le bain d'atome 1. Le paramètre G est bien négatif, niveau environ moins 1%, et on peut comme ça donc générer un soliton de Towns. Alors il y a une manip qui a été faite à peu près en même temps par des collègues américains, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment est-ce qu'on vérifie qu'on a fait le soliton de Towns? Eh bien, on regarde si la figure qu'on produit s'étale ou pas, ou est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle est stationnaire. Donc, quand vous prenez le petit g que j'ai donné juste à la diapositive précédente, qui est moins 7,6 10 moins 3, si vous vous souvenez que le produit Ng doit être égal à 5,85, ça vous dit qu'il faut mettre environ 700 atomes dans ce soliton pour que la figure soit stable. Donc, on a fait 3 expériences ici, une avec pas assez d'atomes, 250 atomes. Ici, on en met le bon nombre, 700, enfin 720, et là, on en met trop, 1200, et on regarde ce qui se passe. Donc, ça, c'est l'état initial. À chaque fois, c'est le bon profil, mais il n'y a que celui-ci qui a le bon nombre d'atomes. Et effectivement, quand on ne met pas assez d'atomes, ce qu'on voit, eh bien, c'est que le paquet d'ondes s'étale, la densité au centre chute, et ça, c'est simplement que l'énergie cinétique est dominante, il n'y a pas assez d'énergie d'interaction pour maintenir tout le monde en place. Quand on met le bon nombre d'atomes, tout est parfait, les atomes restent les uns sur les autres, et quand on met trop d'atomes, eh bien, au contraire, il y a un collapse qui se produit, la densité au centre augmente, et le paquet se recoupe. Donc ça, on était content parce que c'était finalement la première fois qu'on voyait cette prédiction qui datait des années 60. On a vérifié que c'était bien un système à rayon d'échelle, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre différentes tailles initiales. Pourvu qu'on ait bien le bon nombre d'atomes, eh bien, on avait cette figure qui était stable.
Voilà, donc c'est une belle illustration de cette invariance d'échelle. Alors, j'en viens au dernier point que j'aimerais développer, qui est là, c'est là où on a notre puzzle, notre surprise, si vous voulez, avec une question simple, mais qu'on ne sait pas résoudre. Et quand je dis on, je connais personne qui sait la résoudre. Donc, c'est une expérience qu'on a faite, inspirée directement par des prédictions de Lev Pitaïevski, qui est décédé l'an dernier. C'est vraiment lui qui a joué un rôle important pour populariser ces idées d'invariance conforme dans le milieu des atomes froids. Et l'expérience que je vais vous montrer, donc, c'est une expérience qui a fait l'objet de la thèse de Raphaël Saint-Jalme, et Patricia Castillo était postdoc avec nous à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette expérience? Donc, qu'est-ce que c'est l'invariance conforme dans ce contexte? Donc, l'idée qui a été popularisée par Pitaïevski dans notre communauté, c'est la suivante. C'est se dire, ben, prenons l'équation de Gross-Pitaïevski, que j'ai déjà écrite plusieurs fois, hein, donc IH bar dψ sur dt égale moins h bar carré sur 2m laplacien plus ce terme non linéaire, g psi carré fois psi, et cherchons toutes les transformations qui laissent cette équation, qui est donc dépendante du temps maintenant, je m'intéresse à des problèmes dépendants du temps, qui laisse cette équation dépendante du temps invariante. Alors, il y a bien sûr les translations galiléennes, translation, rotation, ça c'est les invariances géométriques dont j'avais parlé tout au début, mais ce que Pitaïevski nous dit, c'est qu'il existe en fait trois types de transformations qui laissent cette équation invariante. La première, ben, ce sont les dilatations, que j'ai déjà regardé, c'est ce que j'avais appelé l'invariance d'échelle. Je peux diviser R par lambda, T par lambda 2, et je retombe sur la même équation qui est là, si je travaille donc à deux dimensions. Je suis à deux dimensions spatiales, hein, une dimension de temps et deux dimensions spatiales ici. Deuxième transformation, bah, celle-là, on la connaît tous, c'est simplement la transformation dans le temps. Je garde R invariant et puis je remplace T par T plus T0. Et puis la troisième est nettement moins triviale, c'est ce qu'on appelle des expansions. Ça consiste à finalement diviser R par une quantité, mais une quantité qui dépend du temps, gamma T plus 1. Et sur le temps, bah, on fait une transformation conforme, T donne T sur gamma T plus 1. Et on peut vérifier effectivement donc, chacune de ces trois types de transformations maintient la structure de l'équation de Gross-Pitaïevski si on est à deux dimensions spatiales. Je peux les combiner, ces trois types de transformations. J'ai trois paramètres, lambda, T0 et puis gamma. Je peux les combiner, donc j'ai un groupe à trois paramètres. Et ce groupe, eh bien, il est isomorphe au groupe qu'on appelle SO21, qui est le groupe de Lorentz avec deux dimensions d'espace et une dimension de temps. Et là, je l'ai fait pour l'équation de Gross-Pitaïevski, donc qui est dans l'espace libre. Mais si jamais vous avez un potentiel harmonique, ça continue à marcher. Ça peut se vérifier. Alors, quelle est la signature de cette invariance conforme-là? Eh bien, il y en a plusieurs, mais la plus belle, la plus simple, c'est Pitaïevski, là encore une fois, qui l'a mise en évidence, c'est ce qu'on appelle le mode de respiration. Le mode de respiration, ça consiste à faire la chose suivante. Vous prenez à l'instant t égale 0 une forme absolument quelconque pour votre gaz. Et puis, ce gaz, vous le plongez donc, disons, dans un potentiel harmonique isotrope à deux dimensions. Les interactions sont toujours bien présentes. Cette fois-ci, je vais les prendre répulsives. Donc, je vais prendre G positif pour éviter tout collapse de mon gaz. Et vous mesurez la variance de la position de vos atomes. Donc, valeur moyenne de R2 en fonction du temps. Eh bien, ce que vous pouvez montrer, c'est que l'évolution temporelle de valeur moyenne de R2 est parfaitement périodique. Quelle que soit la situation dont vous partez, l'invariance conforme vous garantit que valeur moyenne de R2 va se reproduire identiquement à lui-même au cours du temps. Et ça, donc, on l'a vérifié. On est parti d'un carré cette fois-ci. De la même façon que tout à l'heure, je vous ai montré une étoile et puis un disque. Et bien là, on est parti d'un carré. On a pris ce carré, on l'a plongé dans un potentiel harmonique à deux dimensions. J'insiste bien, on garde les interactions présentes, hein, on reste à deux dimensions. Et vous avez ici l'évolution de R2 en fonction du temps. Eh bien, vous avez cette évolution parfaitement périodique. Alors, la forme elle-même n'est pas périodique, c'est-à-dire que quand je regarde après 4 oscillations, au point numéro 5 ici, la structure que vous avez n'a plus grand-chose avec le carré, mais néanmoins, la valeur moyenne de R2 de cette figure-là est exactement la même que la valeur moyenne de R2 de cette figure-ci. Voilà. Donc ça, c'était prévu par Pitaïevski, c'est bien vérifié expérimentalement. C'est une signature directe
de cette symétrie SO2,1, ce n'est valable qu'à 2D. Hein, cette chose-là, on ne l'aurait pas pour un gaz de Bose à 3D ou à 1D. Et à ce stade-là, une question qu'on s'est posée, mais de manière complètement fortuite, hein, c'est se demander est-ce qu'on pouvait faire mieux que ce qu'avait prédit Pétaïevski. Pétaïevski nous dit valeur moyenne de R2 est périodique, mais il ne nous dit rien des autres moments de la distribution. Et effectivement, ici, le carré que j'avais ici n'est pas de rester un carré. On s'est demandé est-ce qu'il y aurait par hasard des figures qui, elles, seraient plus périodiques. Alors, on a cherché numériquement d'abord, et puis après, on a regardé expérimentalement ce qu'il en était, et on en a trouvé deux sortes. La première, c'est un triangle équilatéral. Si vous prenez un triangle équilatéral, non pas le carré, mais le triangle, hein, eh bien, le triangle est parfaitement périodique. Si vous prenez un triangle équilatéral qui pointe vers le haut à l'instant t égale 0 de votre piège harmonique, après un quart de période d'oscillation du piège harmonique, vous avez un triangle qui, pardon, là, il pointait vers le bas, il pointe vers le haut, et après une demi-période du piège harmonique, il pointe de nouveau vers le bas, et ainsi de suite. Deuxième exemple, le disque. Si vous prenez un disque à l'instant t égale 0, alors là, vous avez la symétrie de rotation, donc celle-là, vous allez la conserver, mais après une période d'oscillation, vous n'avez plus vraiment un disque uniforme, mais après deux périodes, vous récupérez le disque uniforme. Donc, un triangle uniforme va donner un triangle uniforme périodiquement, avec une période t sur 2. Un disque uniforme va donner un disque uniforme avec une période de t. Et ça se vérifie numériquement. Hein. Ça, vous pouvez tous le faire. C'est une petite équation différentielle qu'on peut mettre sur n'importe quel petit ordinateur. Et effectivement, vous trouvez cette période très bien quand vous résolvez cette équation de Gross-Piasecki. Et on a cherché d'autres formes. Une fois qu'on avait le triangle, évidemment, on s'est dit peut-être que les hexagones marchent aussi. Les hexagones ne marchent pas, ou d'autres formes de triangles plus compliquées, non équilatéraux, ne marchent pas non plus. On n'a pas trouvé d'autres formes qui conduisent à ce potentiel périodique. Alors, si on revient à Pierre Curie, hein, Pierre Curie nous disait quand vous avez certaines causes, eh bien, quand vous avez une symétrie des causes, vous avez une symétrie des effets. Mais là, on est dans un cas où finalement, on vérifie que la réciproque n'est pas nécessairement vraie. C'est-à-dire qu'on a une certaine symétrie des effets qui apparaît, qui est cette périodicité de certaines figures, qui ne se trouve pas dans les causes, qui sont simplement l'invariance conforme de nos équations. Sinon, ce serait vrai pour les autres figures géométriques également. Donc, quand on a trouvé ça, je me suis tourné vers tous mes copains spécialistes de ce genre d'équations et de recherche de symétrie. Et en fait, il y a eu deux types de réponses qui ont été apportées par Huidsai et ses collègues, et puis Maxime Lochani et des collègues aussi, pour essayer d'expliquer ça. Alors, pour vous dire rapidement ce qu'il en est, l'explication de Huidsai explique parfaitement ce qui se passe pour un triangle. J'ai cité une phrase de leur article qui, pour moi, est un peu de la magie noire. Hein. Je dois dire l'article, vous avez la référence, vous pouvez aller le lire. C'est un peu de la magie noire, ce qui montre de manière vraiment très, très mystérieuse pour moi. Je peux suivre les équations, mais je ne sais pas comment ils ont pu penser à ça. Ce qu'ils ont pu montrer, c'est que quand vous avez l'invariance conforme est une condition nécessaire. Quand vous avez l'invariance conforme, eh bien, vous pouvez faire une bijection, finalement, d'un problème avec des interactions fortes vers un problème sans interaction, pourvu que les conditions initiales vérifient certaines propriétés. Donc ça, c'est très fort comme résultat, hein, parce que quand on peut résoudre un problème avec des interactions fortes, simplement en regardant un problème où il n'y a pas d'interaction, ça simplifie beaucoup la vie. Alors, comme j'ai dit, l'invariance conforme est une condition nécessaire, mais il y a aussi une autre condition qui se traduit géométriquement par la chose suivante. Vous prenez votre figure initiale, donc qui est uniformément remplie, hein, je vous rappelle, et il faut que quand vous prenez cette figure, vous la dilatez, vous faites une homothétie, donc vous la translatez, et vous regardez l'intersection entre la figure initiale et la figure homothétique et translatée, eh bien l'intersection qui est présente ici doit avoir la même forme. Et si vous prenez un triangle équilatéral, c'est vrai, ça marche. Hein. Vous prenez un triangle équilatéral, vous le dilatez, vous le translatez. L'intersection entre le triangle de départ et le triangle dilaté translaté est toujours un triangle équilatéral. Si vous prenez un carré, ce n'est pas vrai. Clairement, l'intersection de deux carrés peut être un rectangle. Si vous prenez un hexagone, ce n'est pas vrai non plus. Là, vous avez un pentagone comme intersection. Et ce qui est remarquable, c'est que du coup, ils prédisent que si vous prenez maintenant à 3D un système invariant d'échelle, et ça, je vous en ai montré un, c'est le gaz unitaire, eh bien, si vous lui donnez la forme d'un tétraèdre, eh bien, normalement, l'interaction de deux tétraèdres va rester un tétraèdre,
Et donc, le gaz de Fermi unitaire, si vous prenez initialement une forme tétraédrique, vous mettez ça dans un potentiel harmonique 3D, eh bien, vous devez avoir une évolution périodique. Personne ne l'a encore vérifié, mais ce serait vraiment très joli à faire. Et je ne connais pas de moyen de prouver ça sans leur mapping, sans leur bijection entre des systèmes d'interaction forte et systèmes sans interaction. C'est-à-dire qu'on ne sait pas écrire la dynamique d'un gaz de Fermi unitaire ab initio, comme ça. Donc, c'est un résultat très fort. Ce serait vraiment intéressant de le vérifier. Maxime Olchany, lui, s'est intéressé plutôt au disque. Il n'a pas résolu le problème. Il a des résultats préliminaires intéressants sur la structure des ondes de choc dans le disque. Quand on part du disque uniforme et qui commence à se contracter, comment est-ce que le bord génère une onde de choc. Mais pour l'instant, le disque n'est pas résolu. Donc, j'arrive à la fin. En conclusion, finalement, le message, c'est donc que cette invariance d'échelle ou cette invariance conforme, c'est un joli exemple, je trouve, de symétrie cachée ou symétrie dynamique aussi. Je vous ai montré des exemples sur l'état d'équilibre, à la fois pour la mesure de l'équation d'état en thermodynamique ou sur les solutions d'énergie donnée, les solitons, et puis également sur la dynamique elle-même, puisque vous avez vu comment le mode de respiration apparaît comme signature de cette symétrie. Et puis, elle a suscité donc d'autres résultats sur ce qu'on appelle des breathers, des respirateurs, des figures qui oscillent comme ça périodiquement dans le temps, avec donc une des deux qui est comprise, le triangle, et puis une autre que je vous soumets. Voilà, vous êtes les bienvenus à réfléchir à ça. Pourquoi est-ce qu'un disque uniforme en interaction forte plongé comme ça dans un potentiel harmonique oscille périodiquement sans sembler montrer de moindre apparition de chaos ou de thermalisation. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cet exposé, comme d'habitude, très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah, oui, ben, c'est vrai parce que on parlait de ça avec Guima juste au début du séminaire. Donc, Guima me parlait de ça en me disant que là, la courbure de la bulle sur laquelle vous allez être est une échelle de longueur. Donc, ça brise la valeur d'échelle. Guima, je crois que c'est ce que tu m'as dit en 3 minutes juste avant qu'on démarre. Mais vous avez là quelqu'un qui réfléchit précisément à ce problème. Donc, mais effectivement, la courbure de la bulle introduit une échelle de longueur dans le problème. Tout comme si je voulais régulariser ma distribution de Dirac pour vraiment quantifier l'interaction binaire entre particules, pareil, pour régulariser le potentiel de contact à 2D, en fait, je dois briser la valence d'échelle en introduisant une échelle de longueur en mécanique quantique. C'est pour ça que j'ai tout fait en champ classique avec l'équation de Grosseteste pour ne pas avoir à introduire cette autre échelle de longueur. Ce que vous dites, c'est qu'il faut arrêter la définition et que quand du coup ils font le modélisme, ça c'est une preuve. C'est un ingrédient, c'est nécessaire dans la démonstration. Oui. Ben, leur preuve ne marche pas. Leur preuve utilise ça. Leur preuve, c'est si par chance la figure dont je suis parti est via cette opération d'homothétie de translation me donne l'intersection, alors j'ai une preuve, quand je rajoute l'invariance d'échelle, qui me dit que ça doit être périodique. Voilà. Ben, avec la preuve, voilà, le cercle n'est pas éligible. Mais pour le triangle, c'est une constatation ou une démonstration? Ce qu'on fait, Huitsai et les collègues, c'est une démonstration. Et dans la démonstration qui prend 4 pages, figure cette utilisation de cette propriété-là. Voilà. Mais comme je dis, ces démonstrations, je suis pas à pas, mais je ne sais pas comment ils sont arrivés à ça. Bah parce que si je prends l'interaction de 2 cercles, je n'aurai pas un cercle. Donc, oui, c'est ça. Donc, leur démonstration ne tient pas. C'est-à-dire mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre démonstration. Il y a sûrement une autre démonstration à chercher. Mais c'est juste que leur démonstration utilise une propriété qui n'est pas vérifiée pour le cercle.
Voilà. D'ailleurs, j'attire quand même votre attention sur le fait que là, non, je pourrais rester avec ça. Oula, où je suis parti là? Non, je ne veux pas vous parler des FIMOF. C'est pas du tout la même période. Hein. Pour le triangle, la période, vous voyez, c'est T sur 2. C'est-à-dire que c'est relativement court. Pour le cercle, il faut attendre 2 périodes du piège pour que ça se reproduise. Donc, les problèmes ne sont pas de même nature. C'est difficile d'en dire plus parce que je me suis arraché les cheveux pendant plusieurs années là-dessus, sans succès. Donc, je peux vous dire tout ce qui ne marche pas. Mais oui. Là, j'ai mis ce triangle dans un piège harmonique, donc les particules sont en train de bouger. Euh, je peux regarder si je n'ai pas une figure. Euh, je vais tenter d'aller. Attendez, je regarde. Oui, je ne veux pas parler des FIMOF. Oui, ça c'est cool. Ça, je saute. Non, j'ai. Ah, voilà, c'est ça que je veux vous montrer. Ça, voilà, un exemple, peut-être qui va répondre à votre question. Ça, c'est des particules. Donc là, c'est de la dynamique classique. Je prends ici 4000 particules qui interagissent toutes en interaction binaire par un potentiel en 1 sur R2. Donc, je sais qu'il y a un variant d'échelle. Donc, à l'instant t égale 0, ils sont comme ça. Il y en a des bleus, des verts, des rouges et des noirs. C'est juste, je les ai colorés pour les suivre. Hein. Eh bien, à l'instant t égale 0, donc je lâche les murs qui confinent ce triangle. Je fais évoluer chacune des particules dans le potentiel harmonique. Et en même temps, elles interagissent entre elles. Donc, à t sur 8, voilà ce que j'ai. Il y a des particules qui sont parties un peu dans tous les sens. Hein. Et à l'instant t sur 4, eh bien voilà ce qui s'est formé. J'ai retrouvé mon triangle de départ, mais pointant en bas. Et puis à t sur 2, je retrouverai le triangle pointant en haut. Donc t sur 8, c'est ça, c'est le gaz et les particules sont parties sous l'effet à la fois du potentiel harmonique et de leur interaction avec leur voisine. Donc ça, c'est pour montrer que classiquement, avec une interaction d'1 sur 2, j'ai l'invariance d'échelle et je retrouve bien aussi ce phénomène. Non, moi, c'était une question stupide, mais parce que j'avais l'impression que toi, si tu prenais un assemblage de triangles, mais qui ne se touchent pas, oui. Bon, alors, il faut en plus, ça va marcher ou ça va pas marcher? Il faut qu'ils soient suffisamment loin les uns des autres. Il ne faut pas qu'ils se rencontrent pendant l'évolution. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui, parce que sinon, je me disais que tu pouvais peut-être passer continuellement d'un assemblage de triangles à un hexagone, mais en fait, ça marche pas. Non, parce qu'ils vont se rencontrer. Non, donc, oui. Il ne faut pas qu'ils se touchent. Oui. Ils ne peuvent pas se toucher à t = 0. Oui, ils vont se toucher après, voilà, oui, c'est ça. Ils vont tous passer par le centre du piège harmonique. Donc, c'est à moins de les lancer qui tournent comme ça, mais bon. Non, ils vont pas très loin là. Non. Les particules bleues. Oui, mais oui. Mais il y a quand même un centre, c'est un potentiel harmonique, donc ces particules sont appelées vers le centre. Oui. Oui. Si on passe à t égale 0, est-ce qu'on va retrouver quelque chose de similaire à la dimensionnalité 1? Je fais l'analogie avec les transitions de phase. Oui. Ici, on tourne point 10. Alors, donc, si je prends le potentiel en 1 sur R2 et je me mets en une dimension, c'est le modèle de Calogero-Sutherland. Et là, effectivement, tout est un breather. C'est-à-dire que, voilà, là, à ce moment-là, quantiquement, le spectre est purement harmonique. Hein, c'est des niveaux tous les h bar oméga. Et donc, à ce moment-là, quel que soit l'initial que je vais mettre, je le retrouverai, un facteur de phase global près à une période du piège harmonique. Et si je fais en physique classique, eh bien, je vais trouver que mes particules reviennent toutes à la même position après une période. Ouais. Dans cette démonstration donc, géométrique qui était faite, donc, il y avait une opération de translation et de dilatation. Oui. Est-ce que, du point de vue de l'opération de translation,
il y a une condition particulière. Bêtement, si la translation est très grande, ça se recouvre jamais. Oui, mais ça, c'est pas grave à ce moment-là. Dans mon souvenir, la démonstration, si ça se recouvre pas, c'est pas grave. C'est plutôt quand ça se recouvre, il faut que la forme soit la bonne. Mais oui, mais la translation correspond à l'évolution dans le piège harmonique, donc c'est quelque chose qui est continu. Donc tant qu'il y a un recouvrement entre les deux figures, il faut que ce recouvrement ait la bonne forme. Si les figures ne se recouvrent pas, tout va bien, l'intégrale correspondante est nulle et il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. Alors ça, c'est une bonne question, je ne sais pas, en fait. Parce que on a des choses du type ETH, non pas l'école de Zurich, mais Eigenset Thermal Hypothesis, où normalement, pour ce système-là, j'aurais cru naïvement que, en fait, un état donné est un état qui est représentatif dans l'équipe thermique. Mais clairement, là, ce qu'on a, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle des quantum scars, des cicatrices quantiques, des états qui ne sont pas éligibles à la thermalisation, oui, qui, même si j'évolue très longtemps, ben, ils gardent leur structure. Oui. C'est pas récent, hein, les quantum scars. Je crois que c'est Fermi, Ulam, Pasta et Xingu avaient vu ça quand ils avaient regardé leur but, c'était de regarder la thermalisation précisément. Avec des non-linéarités, ils pensaient que ça thermaliserait et ils ont vu qu'au début, ça avait thermalisé, puis de temps en temps, bah, ça revenait, il peuplait un mode initial. Après, ils voyaient qu'il y a les non-linéarités, l'énergie dispersée dans différents modes, et puis de temps en temps, bah, tout revenait sur un mode donné, enfin, de temps en temps, périodiquement. Donc, c'est comme ça que la notion de scar, de cicatrice est apparue. Ça, je peux dire que c'est un exemple de ces cicatrices-là, assez spectaculaires. Est-ce que ça... Non, pour moi, enfin, je ne sais pas, mais j'ai un spécialiste des systèmes intégrables ici. Est-ce que tu dirais que le gros spécialiste, pour moi, c'est non linéaire à 2D, donc ce n'est pas intégrable, mais... Non, ce n'est pas intégrable, ça va. Bon, j'ai la caution.